je dirais aux gens qui sont dans ces conflits-là, essayez de regarder les conflits non pas comme des obstacles, mais comme des apprentissages, c'est-à-dire mettre de l'amour là où il y a de la peur. Je pense que ça, c'est très aidant. C'est-à-dire que si au lieu de se critiquer, de se dénigrer en permanence, on se dit, OK, tu fais de ton mieux, Ouais. d'être son meilleur ami pour soi. Qu'est-ce que dirait ton meilleur ami? Qu'est-ce que te dirait ta meilleure amie en te regardant par rapport à ce qui se passe dans les endroits où tu es en conflit? Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Et toi, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque où tu étais en conflit de loyauté? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, hein, même des parents, qui sont aujourd'hui en conflit de loyauté vis-à-vis de leurs conjoints, vis-à-vis de leurs enfants, ou des étudiants, des personnes qui ont 20, 25, qui sont en conflit par rapport à leurs amis, par rapport à leurs parents, et qui sont dans cette démarche de un pas en avant, trois pas en arrière, parce qu'ils veulent, mais ils font pas les résultats pour, parce que ils ont Exactement. peur de réussir parce qu'ils ont peur de briller, parce que les parents vont voir. Et alors, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise à l'époque si t'avais une Je crois que si je retournais voir la... En réalité, je voudrais pas que ma vie soit différente de ce qu'elle est parce que j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si la Emma d'aujourd'hui devait rencontrer la Emma de 24 ans, je pense qu'elle ferait ce que Basile a fait pour moi, c'est-à-dire me tendre un mouchoir et me dire eh, c'est pas grave, t'es très bien comme t'es en fait, t'es juste un être humain qui a le droit de s'exprimer. Je pense que ça c'est aidant. Alors de manière plus concrète, je dirais aux gens qui sont dans ces conflits-là, essayez de regarder les conflits non pas comme des obstacles, mais comme des apprentissages, c'est-à-dire mettre de l'amour là où il y a de la peur. Je pense que ça, c'est très aidant. C'est-à-dire que si au lieu de se critiquer, de se dénigrer en permanence, on se dit, OK, tu fais de ton mieux, Ouais. d'être son meilleur ami pour soi. Qu'est-ce que dirait ton meilleur ami? Qu'est-ce que te dirait ta meilleure amie en te regardant par rapport à ce qui se passe dans les endroits où tu es en conflit, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec tes enfants, et te dire, OK. Parce que quand on fait ça, en fait, le meilleur ami, c'est quoi? Le meilleur ami, c'est quelqu'un qui est à la fois très lucide et très objectif, qui vous connaît très, très bien et qui est pas complaisant. Si c'est un vrai bon ami, c'est pas quelqu'un de complaisant. C'est Bien sûr. quelqu'un qui va être honnête, authentique et en même temps de bienveillant. Et donc, qui va t'amener de manière bienveillante à te dire, hey, oh, comment tu pourrais faire autrement? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Voilà. Ensuite, je pense que, et ça, c'est la part de thérapeute à l'intérieur de moi qui parle, et aussi parce que j'accompagne des couples ou que j'accompagne parfois des familles, je pense que le fait de s'ouvrir et de pas chercher à avoir raison, en fait, on s'en fiche d'avoir raison. Euh, 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 Beaucoup de conflits viennent du fait qu'on veut avoir raison. Ouais. Mais si on arrête de vouloir avoir raison et que juste on écoute l'autre, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de céder en fait, mais on peut juste écouter le point de vue et dire, OK, j'entends ton point de vue et pour autant, je vais quand même faire ce qui me semble juste pour moi. Je pense que ça aide. Et tu disais, c'est incroyable parce que tu as parlé de Basile là, qui te tend ce mouchoir, effectivement. Et donc, ça a été une longue histoire d'amour. Vous avez eu deux enfants, vous avez été Oui, mariés. Pourquoi je parle au au passé? passé. Parce que euh, ton mari est décédé il y a quoi, 3 ans? Oui, il est décédé le 29 novembre 2020. Oui, Donc, ça va faire 3 ans maintenant. ouais, 3 ans. Et là, tu as écrit une pièce de théâtre qui est sur ce sujet-là. Donc, on peut en Oui. parler et que tu as appelé Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est la phrase qui t'a donné, mais qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Qu'est-ce que ce titre signifie? Alors, il y a plusieurs choses. Donc cette première phrase qu'il prononce dans le métro, ce qui ne tue pas rend plus fort, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est la première phrase qu'il m'a dite quand on s'est rencontrés. Donc, évidemment, il y a quelque chose à cet endroit-là de très personnel. Mais c'est surtout que quand il me dit ça,
évidemment, je ne sais pas quelle va être la fin de l'histoire ou la fin de notre histoire. Je sais même pas que ça va être le début parce que je rencontre un homme dans le métro, il me tend un mouchoir, je me dis pas que ça va devenir mon mari et le père de mes enfants. Euh, Ceci dit, à ce moment-là, je me dis, c'est passé un truc bizarre quand même. Mais voilà. Mais surtout, cette rencontre avec Basile, c'est une rencontre absolument incroyable dans ma vie parce que cet homme m'a fait naître à moi-même et je crois que c'est ça l'amour. C'est-à-dire que en le rencontrant, il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de moi parce que c'est une véritable rencontre. C'est pas juste, bien sûr, on a vécu 15 ans ensemble, mais c'est pas que ça. C'est que il correspondait pas forcément à mes critères. Basile, j'étais pas en train de me dire, alors il était grand et beau, mais je veux dire, d'ailleurs, je le trouve pas tellement beau quand je le rencontre, c'est que ça l'énervait beaucoup. Il me disait, bah, t'es vachement sympa parce que tu parles de moi à tes copines. Mais je crois surtout que Basile, il m'a permis d'aller visiter mes ombres en m'offrant la possibilité de rencontrer aussi les siennes. Et c'est à ce moment-là que on va se découvrir parce que on va pouvoir être totalement authentique l'un et l'autre dans nos pires parts de nous, vraiment les parts les plus mesquines, ce qu'on déteste de soi, les parts violentes aussi, les parts mensongères, etc. Et grâce à lui et avec lui, en fait, je vais aller visiter tout ça. Et ça, parfois, je crois que bah, on a du mal avec ces parts de nous, les parts très méchantes aussi. Eh bien, je crois que quand on va les visiter de manière saine, quand même, hein, parce que je pense qu'on était suffisamment équilibré, suffisamment déséquilibré pour pouvoir aller les visiter, et suffisamment équilibré pour pouvoir se relever de ça. Eh bien, d'une certaine façon, ça rend plus fort. Et surtout, aujourd'hui, Basile, il est mort. Euh, et je dis mort, je dis pas il a disparu ou il est décédé, non, il est mort. En fait, son corps n'est plus là. C'est pas pour autant que je suis persuadée que tout de lui a disparu, pas du tout, et le lien n'a certainement pas disparu, puisque en même temps, il est toujours présent dans ma vie au quotidien. Et puis bon, moi, je suis assez spirituelle, donc je pense il y a d'autres plans, mais il est quand même mort, et moi, je continue ma vie et je continue aussi ma vie de femme. Mais cette expérience, en fait, Basile m'a fait trois immenses cadeaux dans ma vie. Trois cadeaux exceptionnels. Le premier cadeau, il s'appelle Ella, c'est ma fille. Le deuxième cadeau, il s'appelle Louis, c'est mon fils. Donc notre fille et notre fils. Et il m'a fait cadeau de sa mort parce que j'étais là au moment où il est mort. Je crois qu'il a choisi de mourir pendant que je sois présente. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Et on n'était que tous les deux. Et depuis, donc il est devenu non seulement mon apprentissage de la vie, mais il est devenu également mon apprentissage de la mort. Et aujourd'hui, eh bien, la mort, elle ne me fait plus peur parce que c'était un moment d'une puissance énorme, comme la naissance de mes enfants. C'est intéressant d'ailleurs que je dise qu'il y a trois cadeaux, deux naissances et un décès. Mais vraiment, je le pense. Et je n'ai pas peur de la mort. Je pense que le jour où je vais mourir, j'emprunterai un chemin qui m'est déjà familier parce qu'il m'a montré le chemin. Et ça, eh bien, ça m'a rendue plus forte. Et c'est intéressant parce qu'il est mort, mais il n'est pas tué pour autant. Et dans cette phrase, tout ce qui me tue pas rend plus fort, eh bien, je crois qu'il y a une différence entre être tué. En fait, notre lien, lui, il n'est pas tué. Notre lien, il est toujours là. Tu es en train Et d'écrire une pièce ça rend plus sur, fort. t'es encore en train de créer une pièce sur sa vie, sur votre Oui, vie, sur votre relation, et oui. donc faire vivre euh, cet amour et votre relation et le faire vivre via via la pièce. Et effectivement, comment parce que t'en parles dans la pièce et pour les personnes qui écoutent, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter, mais pour un enfant, des enfants qui sont jeunes, tout petits, comment on vit
Parce que tu dis dans la pièce que ta fille dit, bah, demain j'ai envie d'aller à l'école, ton fils lui veut rester. Oui, Tu sais, au tout début. oui. Comment tu vis ça? Comment un enfant vit ça et comment tu les accompagnes toi avec cette casquette de thérapeute et en même temps le fait de l'avoir vécu? Alors évidemment, je peux pas être la thérapeute de mes enfants, hein, ils sont accompagnés par ailleurs, hein, parce que c'est beaucoup trop collé. Ceci dit, le fait d'être thérapeute aide. Alors nous, on a eu une énorme chance dans notre malheur, c'est que Basile est mort d'un cancer, donc dit foudroyant parce que ça s'est passé en 7 mois, mais pour les gens qui viendront voir le spectacle quand il sera joué, ils comprendront que c'est beaucoup plus complexe que ça. N'empêche qu'entre le moment où le diagnostic est posé et le moment de son décès, il y a 7 mois. Et ça se passe pendant la période du Covid, ce qui rajoute, qui complexifie énormément la situation. Toutefois, et donc il n'est pas mort d'un accident de la route ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que au moment en fait où il y a ce diagnostic du cancer qui est posé, lui et moi, et c'est je pense l'énorme chance qu'on a, c'est qu'on comprend tout de suite que c'est très grave et qu'il va mourir. Et on en parle. On a évidemment de l'espoir parce que il y en a toujours et c'est très important. N'empêche que on comprend, Basile comprend et je comprends qu'il va mourir. Et par contre, je ne sais pas de combien de temps on dispose. Enfin, je sais que c'est pas beaucoup. Mon cousin qui est médecin me dit, en gros, vous avez entre 6 mois et 2 ans, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, et tu évoquais l'instant présent, tu évoquais c'est qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, et bien très étonnamment dans ce paradoxe, évidemment c'est affreux, et en même temps la vie prend une autre saveur. C'est-à-dire que chaque moment qu'on passe ensemble, je me dis que ça fait partie des derniers moments, et d'un coup, ça prend une intensité exceptionnelle. Alors, c'est pas que sympa, hein. Il y a des moments où on est en colère, où on s'engueule et tout. Il y a des moments aussi tellement drôles. Enfin, je veux dire, on a vécu des moments mais hyper marrants. Et avec les enfants, eh bien, c'est un peu pareil. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que mon fils, à ce moment-là, a 4 ans. Ma fille, elle a pas encore 7 ans. Elle va fêter les 7 ans pendant cette période. Il se trouve que par chance, on a déjà parlé de la mort avec les enfants, donc c'est pas un sujet tabou et on a évoqué notre croyance dans les étoiles et tout ça. Donc heureusement parce que ça va être plus facile d'accompagner le mouvement. Toutefois, le plus dur, j'ai envie de dire à ce moment-là, au-delà de pour Basile de la perte de sa propre vie et de la peur de ne pas voir grandir ses enfants, au-delà de ma propre perte et de perdre mon amour, eh bien, ce qui prime, en fait, c'est les enfants. C'est comment on va pouvoir accompagner ces enfants, en fait, à grandir, alors qu'ils vont grandir sans un papa vivant, quoi. Je ne dis pas sans papa, parce qu'en fait, le papa il est toujours là, et son énergie, elle est toujours là. Et d'ailleurs, peu de temps après sa mort, on a créé ce qu'on appelle un coffre au trésor de papa dans lequel il y a plein d'affaires et ils peuvent aller voir dedans et rechercher. C'est pas tabou, on en parle, voilà. N'empêche que ça, c'est très dur et il y a des moments qui sont très, très, très durs. Et il y a un moment qui a été absolument atroce, c'est le moment où on apprend que la chimio ne marche plus et que j'annonce à mon fils euh, que les docteurs n'arrivent plus à soigner son papa et qu'ils me demandent est-ce qu'il va mourir. Et donc c'est fou parce qu'il comprend, hein, il a que 4 ans et demi, mais il comprend. Là, à ce moment-là, il a 5 ans, il vient de fêter son anniversaire. Et que je lui dis, bah, ils vont essayer de le sauver, mais il y a de grandes chances, oui, son papa va mourir. Et qui me dit cette phrase, est-ce que ça veut dire qu'on va se tuer, nous aussi? Et là, je comprends pas, en fait. Je dis, mais non, on va pas se tuer. Il me dit, mais moi, je vais me tuer, moi. Parce que dans sa tête de petit garçon de 5 ans, si papa meurt, ça veut dire que lui aussi, il meurt. Il fait pas le distinguo. Et donc, pour lui, papa va mourir, ben nous, on va tous se tuer. Et là, on va vivre une période très compliquée, et notamment avec mes parents qui s'occupent beaucoup des enfants et tout, parce que mon fils veut vraiment mourir.
C'est-à-dire qu'il veut vraiment physiquement se tuer. Et là, c'est très compliqué. Et par chance, et il y aura d'autres moments très difficiles avec les enfants où parfois ils m'ont dit oh, j'aurais préféré que ce soit toi qui sois morte, par exemple. Et dans ces moments-là, je ne le prends jamais personnellement. Je Bien sais sûr, très bien que ça parle pas de moi. bien sûr. Et ça, il faut qu'ils puissent exprimer leur colère, exprimer leur violence et la contenir. Et ça, je crois que c'est le plus difficile. Et aujourd'hui encore, alors que franchement, on va vraiment bien. Je dois dire que les enfants vont super bien. Ils sont heureux, c'est des enfants. Ça n'a pas tellement de sens de dire ça, mais très normaux, qui s'éclatent, qui dansent, qui jouent, etc. Et moi, je vais bien. Vraiment, je vais très bien. Enfin, je veux dire, il se passe plein de choses géniales dans ma vie. Mais il y a encore des moments qui sont les plus douloureux pour moi. C'est les moments où mes enfants font des spectacles et que leur papa est pas là. Et chaque fois, je pleure. Et je me Ouais. dis, il n'est pas en train de les voir et les enfants n'ont pas leur regard de leur papa vivant sur eux dans ce moment-là. Et ça m'émeut profondément, quoi. Donc, voilà. D'accord. Ouais, c'est une vraie épreuve, c'est une vraie épreuve de la vie et toi tu en ressors, là on en discute et c'est incroyable, et tu fais plein de choses. Et est-ce que toi, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont vécu des choses similaires ou qui sont confrontées des fois à la mort d'un proche, euh, c'est quoi les conseils que tu aurais aimé, que tu aimerais leur donner pour vivre, même si c'est difficile, mais on va pas dire soigner ces moments-là, mais qu'est-ce que tu aurais aimé Qu'est-ce que j'aimerais transmettre? transmettre pour que ces personnes vivent ce moment dans des conditions Alors, euh, mieux? Alors, d'abord, j'ai pas de conseils à donner parce qu'en fait, chacun traverse ça comme il peut, je crois. Mais peut-être déjà, il y a une chose que j'aimerais dire, notamment à tous les gens que j'entends et qui disent, par exemple, quand un proche est mort avant qu'ils arrivent et qui disent, il est parti avant que j'arrive et je m'en veux parce que j'ai pas pu lui dire au revoir, ce genre de choses. Je suis absolument convaincue qu'ils choisissent leur mort, le moment de la mort. Et s'ils ne vous attendent pas, c'est pas parce qu'ils ne vous attendent pas ou c'est pas parce que vous arrivez trop tard. C'est parce qu'en fait, je crois que c'est un moment d'une intimité extrême, le moment de mourir. Et moi, j'ai dit à mon mari, hein, je lui ai dit, la fameuse nuit où il est mort, je lui ai dit, écoute, il y a trois possibilités. Soit tu veux mourir et qu'il y ait toute la famille autour de toi, et dans ce cas-là, il faut que ce soit demain. Enfin, les gens verront dans le spectacle. Soit tu veux mourir et que tu sois tout seul. Et dans ce cas-là, moi, je serai partie à tel moment. Donc voilà. Soit tu veux qu'on soit que tous les deux. Et il est mort, on n'était que tous les deux. Mais je crois profondément, en fait, que ça, ils choisissent parce que c'est un moment ils ne choisissent pas de mourir. Je veux dire, c'est pas un choix d'être malade, d'avoir un cancer ou d'avoir un accident de voiture. Ça, je suis sûre que non. Mais en revanche, l'instant même de la mort du départ, c'est quelque chose d'une intimité extrême. Y a une femme qui s'appelle Noémie Silberg qui a vécu sensiblement la même chose que moi et qui a sorti un livre là qui s'appelle Vivre après Marc très récemment. Et on se connaît parce qu'on a vécu des choses similaires à peu près dans le même temps. Son mari est également mort d'un cancer, parti en 7 mois. Et son mari est mort, il était tout seul dans la chambre. Et elle avait très peur en fait de le voir mourir. Moi, j'avais pas peur, mais elle avait très peur. Et je pense sincèrement qu'il est parti au moment où elle n'était pas là parce que il a respecté ce que ça représentait pour elle. Et donc, je pense que déjà, s'apaiser avec cet instant-là, c'est énorme. Je pense que c'est très important d'être apaisé par rapport à ça. Parce que je crois réellement que la façon dont les derniers instants se passent, globalement, globalement, je ne parle pas dans le cas de crimes atroces, mais globalement, en tout cas, je parle vraiment de cette bascule-là, c'est quelque chose qui appartient au futur défunt. Et donc, d'être vraiment apaisé. Ensuite, sur le reste, j'ai envie de dire, et là, c'est presque plus la thérapeute qui parle, de s'autoriser à être dans toutes ces étapes du deuil. C'est-à-dire que tant que ben on est en mode survie, genre ouais, c'est pas grave, ça m'est arrivé, mais bon, c'est ok. Et donc dans quelque chose de l'ordre du déni, bah c'est ok. Et puis quand on sombre, bah c'est ok aussi. Et puis quand
on est très, très en colère. Moi, il y a eu une période où ça a été très compliqué avec ma belle famille et ma belle famille avec moi. Et aujourd'hui, c'est très apaisé, on s'entend vraiment très bien. Mais je pense qu'en fait, on avait besoin d'être en colère. Mais pas parce que j'étais en colère contre eux ou que eux étaient en colère contre moi. En fait, on était en colère contre la situation. Et Basile a eu cette phrase géniale à un moment donné pendant cette période où il m'a dit, mais tu sais, Emma, c'est difficile pour tout le monde. C'est quand même énorme que ce soit lui qui dise ça, parce que pour lui, c'était pas dur. Hein. C'était pas pour lui, c'était le plus dur. Mais il était d'une immense dignité quand il dit tout ça. Et voilà, et s'autoriser à toutes nos ambivalences. Et j'ai envie de le dire aussi quand on accompagne des gens malades. Moi, il y a une scène dans le spectacle qui est une scène vraie, hein, mais où à un moment donné, j'arrive, j'en peux plus parce qu'il y a eu ce moment tellement difficile avec les enfants et notamment avec mon fils, et où je lui dis, j'en peux plus, j'aimerais que tu meurs une bonne fois pour toutes. Et évidemment, je me reprends, puis, mais à ce moment-là, et donc je lui dis, pardon, je voulais pas dire ça, et il me regarde et il me dit, si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Et oui, à ce moment-là, dans l'instant où je le dis, parce que c'est tellement insupportable qu'il y a des moments où j'ai envie que ça s'arrête, en fait. Et dans ces moments-là, après, je culpabilise, je m'en veux énormément. J'ai une chance inouïe d'avoir été avec un homme qui était en capacité d'entendre ça. C'est pour ça que je parlais des ombres tout à l'heure, de la violence et tout ça. Et qui a été en capacité de comprendre ce qui se passait. Et il était loin d'être parfait. Et je crois que quand on accepte d'être humain, en fait, juste simplement humain, et pas d'être parfait, pas d'être Dieu, eh bien, on s'apaise. Et donc, en tant qu'humain, on est traversé par de la colère, par de la peur, par de la tristesse, par de la violence. Et je crois que ça, c'est aidant. Et d'accepter aussi son propre rythme. En fait, chacun a son rythme. Et quand des gens vous disent, bah, ça devrait aller, ou souris, ou merde, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, j'ai envie de dire, bah, chacun fait comme il peut et traverse comme il peut. Et je crois que c'est ça que je pourrais dire. C'est pas tellement un conseil, mais c'est plutôt d'être à l'écoute de soi. L'écoute de soi. Wow. Ben, merci Emma parce que ça fait déjà 1 heure. J'aime bien. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. T'as donné tellement de choses. J'ai encore plein de questions, mais j'aime bien faire en sorte que les épisodes ne durent pas trop longtemps parce que pour les personnes Je qui pense que écoutent, tu as raison. euh, et tu nous as partagé tellement de contenu sur que ce soit la première partie et sur cette épreuve de la vie qui est juste une épreuve euh, très difficile. Hein. Quand je t'écoutais, je me projetais moi en train de perdre un proche et tout, ou voir ma femme, moi, partir. Et c'est des choses très, voilà. Je vois à mes mots comment je parle que c'est quelque chose où il y a beaucoup d'émotions quand on t'écoute. Et je pense que les personnes qui vont nous écouter vont avoir énormément, également des émotions en écoutant cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à partager à tous les auditeurs du podcast? Un truc que tu as aimé, que t'as pas encore dit, que tu aurais aimé dire, que ce soit pour les inspirer, les motiver ou autre. Oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire. D'abord, quand il y aura mon spectacle, venez le voir. Je vais avoir besoin de public et pensez à prendre des mouchoirs, mais ce sera offert dans la salle. Donc, je retransmettrai les dates, etc. Et puis comme ça, ils Tu me pourront le la donneras et voir. le Donc, jour où, donc ça, ouais, c'est juste très concret. Je fais ma promo, vous voyez, je perds pas le nord. Non, juste la chose que je pour voudrais la dire, promo, attends, pour la promo, sous l'épisode, comme toujours, il y aura les réseaux sociaux de Emma, donc son Instagram, il y aura son site internet, c'est comme ça pour aller voir. Et bien sûr, le jour où ton spectacle est prêt, tu me diras, moi, je serai un des premiers à venir. Et bien sûr, s'il y a un lien, je le remettrai sous l'épisode avec grand plaisir. trop bien. Non, ce que je voudrais partager juste en plus, c'est donc en 2018, j'ai créé un spectacle sur la lumière et en faisant ce spectacle, j'ai rencontré des astrophysiciens et j'évoquais le signe tout à l'heure et le fait que je demande à mon étoile de me montrer le chemin. Et ben en fait, ça, c'est pas juste une métaphore, c'est une réalité. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Je veux dire réellement et physiquement. C'est-à-dire que les atomes de notre corps, c'est de la poussière d'étoiles. Et je crois que profondément que si on se relie à notre énergie profonde qui vient des étoiles, et encore une fois, c'est pas une métaphore, ça c'est de la physique, eh bien,
cette poésie qu'on a quand on regarde un ciel étoilé et qu'on se dit, et que dans Le Roi Lion, Mufasa dit à Simba, regarde le ciel parce qu'il y a tout tes ancêtres et qu'à un moment donné, ils regardent le ciel et qu'ils regardent les étoiles, et ben ça, c'est pas juste une métaphore, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est de la physique. Et donc, je parlais de spiritualité tout à l'heure, c'est pas croire en Dieu, enfin, après chacun il met ce qu'il veut derrière, mais ça, c'est réellement de la physique. Et je pense que de se dire ça, qu'on est de la poussière d'étoiles et qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose d'à ce point précieux qu'il est capable de briller comme les étoiles, eh bien, on peut tous s'y relier, ça s'appelle l'énergie et ça s'appelle la lumière. Et je crois qu'aujourd'hui, Basile, il est la lumière du soleil et les rayons sur la neige ou sur la mer l'été. Eh bien, je crois que ça aide. Et je crois surtout que, voilà, moi, je ne te connaissais pas, Mohamed, et je ne connais pas forcément tous les gens qui écoutent le podcast. En revanche, on est reliés par ça, par le fait qu'on est tous de la poussière d'étoiles et qu'on est tous frères et sœurs à cet endroit-là. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà, j'avais juste envie de partager ça pour finir. Merci pour ces mots et, effectivement, et pour ces belles paroles. Je vous invite tous, pour clôturer ce podcast, à nous mettre en commentaire ce que vous avez retenu, les enseignements, bien sûr. Je vous invite à mettre 5 étoiles et à partager cet épisode si il y a des Des gens étoiles. autour de vous qui 5 étoiles en plus avec ce que tu viens de nous dire, mais surtout à partager cet épisode s'il y a des gens autour de vous qui vivent certaines épreuves et vous pensez que cet épisode peut les aider. N'hésitez pas à partager cet épisode à un maximum de gens. Et bien sûr, comme toujours, comme je finis tous mes épisodes, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Merci Emma pour tout ce moment et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à toi.